Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver après une petite période d'absence. Je tiens à m'en excuser. On va reprendre un certain nombre de vidéos sur différentes thématiques géopolitiques. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur des questions géopolitiques, non pas de la région moyenne-orientale, mais des questions géopolitiques qui touchent l'Europe. Il faut savoir quand même être conscient qu'en Europe, il y a aussi des enjeux géopolitiques très importants et beaucoup plus qu'on le croit évidemment, qui sont liés avec la Russie. Et aujourd'hui, jour d'élection au Bélarus, de nombreux enjeux politiques en fait sont derrière cette élection en République du Bélarus. Alors il faut savoir que le président au pouvoir, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, doit affronter plusieurs concurrents. Et cette campagne électorale, en fait, a été marquée par d'importants enjeux géopolitiques, avec un coup de théâtre mercredi en plein milieu, dans les derniers jours de cette campagne, avec une arrestation absolument rocambolesque de 33 personnes, de citoyens russes, qui sont donc des agents privés. Cette chose a été d'ailleurs reconnue par les autorités russes elles-mêmes, hein, que ces 33 personnes travaillent pour comme agents privés de sécurité. La Russie ne dément absolument pas cette information. Elle explique simplement que ces personnes transitaient par le territoire biélorusse pour se rendre, dans un premier temps, on avait entendu la Turquie, puis dans un deuxième temps, l'Amérique latine. Mais voilà, pour les autorités biélorusses, ceci est, si vous voulez, la goutte de trop pour, en fait, si vous voulez, dans l'ingérence russe dans cette campagne électorale qui, à en croire le président Loukachenko, est déjà très importante. Et cette arrestation de 33 membres du groupe Wagner, en fait, si vous voulez, est quand même un événement très important pour le président Loukachenko, qui en dit long sur la volonté sans doute de déstabilisation en fait, de la Russie vis-à-vis de son voisin biélorusse. Alors en fait, pour comprendre pourquoi en fait, la Russie s'immisce ou prétendre s'immiscer en fait, dans cette campagne électorale biélorusse, en fait, il faut comprendre que le président Poutine a une immense projet, une immense ambition, qui est peut-être, sans vouloir exagérer, peut-être, j'essaye de me mettre à la place de la psychologie de Vladimir Poutine, ce qui est un exercice assez difficile, mais de comprendre que peut-être son grande ambition de son mandat, qui court jusqu'à actuellement en 2024, si je ne me trompe pas, ou même il y a eu un référendum jusqu'en 2036 qui le maintiendrait au pouvoir en 2024, mais le mandat actuel échoua, si je ne me trompe pas, en 2024, serait donc de sceller une union entre le Bélarus et la Russie. Car en fait, il faut bien comprendre qu'il y a actuellement un marasme en Russie, qui soit économique, social, qui soit même politique, comme on le voit avec les contestations absolument incessantes depuis plusieurs semaines à Khabarovsk, une ville de Sibérie, où des manifestations absolument quasiment quotidiennes ont lieu suite à l'arrestation du gouverneur de cette ville. Donc, à partir de là, il faut comprendre que le président Poutine recherche, si vous voulez, de nouvelles thématiques pour emballer, si vous voulez, l'opinion publique russe, comme par exemple en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Il faut savoir qu'à partir de 2013, il y a eu une très grave crise économique qui a touché la Russie. Et donc, pour galvaniser le nationalisme russe ou la fierté russe, ou chacun l'appellera comme il le voudra, le président Poutine a donc utilisé la carte de la Crimée pour en fait galvaniser sa popularité, et il faut bien le reconnaître, ceci a marché il a atteint des sommets. Ensuite, en 2015, il a décidé d'intervenir en Syrie, et c'est à ce moment-là d'ailleurs, à partir de sa décision d'intervenir en Syrie, qu'il a atteint des records de popularité comme il ne l'avait jamais atteint depuis son arrivée en pouvoir en août 1999, voici 21 ans en ce mois-ci. Et donc voilà, aujourd'hui, il se retrouve par contre au plus bas de sa popularité depuis son arrivée au pouvoir, d'après des études indépendantes qui calculent la popularité du président russe. Et donc voilà, le président Poutine a donc très besoin en ce moment, plus qu'encore en 2013, de trouver un nouveau projet galvanisant pour les Russes. Et peut-être ce projet pourrait être une union avec le Bélarus. C'est un projet, en fait, c'est une arlésienne, hein, dans le sens où on en parle depuis des années et ça s'est encore jamais fait. C'est une idée en fait qui remonte à 1996. Le président d'alors, un certain Alexandre Loukachenko, était un très fervent partisan de cette union.
À cette époque, c'était plutôt la Russie qui était moins encline à cette idée. En fait, les choses étaient totalement renversées à cette époque, en fin des années 90. La Russie était un État plutôt faible, dirigé par l'oligarchie dirigeait en fait le monde économique, dirigeait le monde politique, et alors que le Bélarus était un État au contraire où c'était l'ordre politique qui dirigeait le monde économique. Et donc, en quelque sorte, M. Loukachenko voyait que peut-être le Bélarus pouvait en tirer un peu, si vous voulez, un profit de cette union, d'autant plus qu'on venait de sortir de l'Union soviétique, et donc ça a une sorte de continuum de l'Union soviétique. Aujourd'hui, en 2020, les choses sont totalement renversées. Là, on a un pouvoir en Russie qui a été, l'ordre politique, la verticale du pouvoir, comme on dit, a été rétablie vis-à-vis du monde économique. Et donc aujourd'hui, une union, en cas d'union, dans le contexte actuel, très clairement, ceci serait une fusion de la Russie vis-à-vis du Bélarus. La souveraineté bélarusse peut-être n'existerait plus ou serait très amoindrie. Et donc le président Loukachenko, en quelque sorte, comprend qu'aujourd'hui, cette union ne serait pas équilibrée comme elle l'aurait été à son goût dans les années 90. Et donc aujourd'hui, il est extrêmement méfiant, pour ne pas dire récalcitrant, pour ne pas dire même carrément hostile à ce projet d'union comme il l'était dans les années 90, voire 2000, et qu'aujourd'hui, il préfère garder cette indépendance biélorusse, d'autant plus qu'il a été, il faut bien le dire, échaudé par quand même la guerre de Crimée, qui a eu encore en 2014, par l'annexion de la Crimée. Même s'il n'a pas critiqué publiquement l'annexion de la Crimée, il ne l'a pas soutenue. Il pense que la Russie a franchi une ligne rouge qu'elle n'aurait jamais dû franchir, et il le sait, que désormais, avec cette annexion de la Crimée, le Bélarus aussi peut être à tout moment, comme l'a été aussi à un moment le territoire géorgien, peut être annexé, ou une partie du Bélarus peut être annexée. Il sait très bien que M. Poutine pourrait utiliser l'argument que les Biélorusses sont des russophones, et que donc ils veulent être rattachés à la Russie. Il est totalement conscient que Poutine, à un moment donné, pourrait, si besoin est pour des raisons politiques, utiliser cet argument. Et donc, face à une Russie qu'il estime de plus en plus conquérante, le président Loukachenko, au contraire, veut défendre de façon arc-boutée la souveraineté biélorusse, alors même qu'il y a quelques années, ses opposants lui accusaient justement de vouloir, si vous voulez, défaire la Biélorussie, la vendre au profit de la Russie. En tout cas, c'était l'argument des opposants biélorusses, de ne pas être suffisamment fiers de ne pas développer le nationalisme ou le patriotisme biélorusse, voire même et de ne parler que russe et ne pas parler le biélorusse. Aujourd'hui, depuis quelques années, le président Loukachenko a complètement changé son logiciel. Il s'exprime beaucoup plus en biélorusse, même s'il s'exprime, si je ne me trompe pas, quand même assez régulièrement en russe, mais il essaye de montrer quand même qu'il est très fier de la langue biélorusse et que les Biélorusses ont aussi leur propre culture, leur propre héritage, leur propre histoire. Même s'il n'a pas voulu non plus aller trop loin dans le nationalisme en voulant changer le drapeau, comme le voulaient les opposants, il a gardé le même drapeau, mais toutefois il insiste beaucoup sur la souveraineté biélorusse, et d'ailleurs depuis quelques années il essaye aussi de diversifier ses relations. Certes, le Bélarus a rejoint l'union douanière avec la Russie et le Kazakhstan en 2010, puisque quand même la Russie reste le principal débouché des exportations biélorusses, mais en réalité, il veut aussi quand même exporter vers l'Union européenne, vers la Chine, vers d'autres régions, l'Amérique latine, vers d'autres régions du monde. Et donc c'est bien pour ça du fait qu'il a très peur de la Russie, il ne veut pas non plus trop dépendre de la Russie. Donc voilà aujourd'hui dans quel contexte se déroulent en fait ces élections. C'est bien, ayant très peur, si vous voulez, d'une ingérence russe et d'une déstabilisation de la Russie ce soir, voire dans les prochains jours, essayant de mettre un terme au président Loukachenko. C'est bien pour ça qu'en fait cette élection s'est déroulée, il faut bien dire, dans une atmosphère assez délétère. Du fait que d'un côté, vous avez le président Loukachenko qui est arc-bouté à défendre la souveraineté russe et l'indépendance biélorusse, et de l'autre côté, une volonté peut-être, je dis bien peut-être, de la Russie de vouloir déstabiliser délibérément le Bélarus pour essayer de mettre au pouvoir un dirigeant qui serait un peu plus faible, plus inexpérimenté, et peut-être que la Russie pourrait en quelque sorte monnayer avec elle pour une union, afin que le président Poutine puisse réaliser cet objectif d'union qui pourrait être un projet politique, qui pourrait être son projet politique de ce mandat.
Mais peut-être que ce projet politique d'union ne se réalisera pas avec le président Loukachenko. On va suivre c'était les résultats de ces élections et les conséquences de ces élections très importantes d'un point de vue géopolitique dans les prochaines heures.